Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Après la mise en place en avril dernier de l'opération Bataya Mokolo au Congo, où en est-on? Kinshasa et Brazzaville sont-ils parvenus à un terrain d'entente? Pour en parler, aborder de manière plus globale l'actualité congolaise, nous recevons Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès. Crash Air Algérie, l'épave de l'avion a été localisée au Mali, dans la région de Gossi, à proximité de la frontière du Burkina Faso. 110 passagers et 6 membres de l'équipage étaient à bord. Et puis au Gabon, on milite en faveur de l'économie verte. À l'issue de 3 jours de débat, l'ONG Rosefac a adopté une feuille de route, découverte en fin d'édition. Le site d'hébergement de Maluku en République démocratique du Congo fermera ses portes prochainement. Le lieu abrite les ressortissants expulsés de Brazzaville lors de la mise en place de l'opération Bataya Bakolo en avril dernier. Anan Faro nous en dit plus. L'affaire avait marqué l'opinion publique au printemps dernier. Lancée début avril par la police brazzavilloise, l'opération Bataille à Bakolo, la gifle de l'aîné en lingala, avait pour objectif de lutter contre l'immigration clandestine et le grand banditisme dans la capitale congolaise. Mais les expulsions d'immigrés vers la République démocratique du Congo voisine avaient engendré de sérieuses bavures policières. Une nouvelle convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens entre la RDC et la République du Congo a été mise en place début juin. Nous avons noté la caducité de tous les textes qui étaient en vigueur parce que ces textes n'avaient jamais été ratifiés par nos parlements respectifs. La tension diplomatique avait atteint son comble lorsque des associations de défense des droits de l'homme de Kinshasa avaient dénoncé les conditions d'expulsion parfois très violentes des ressortissants du Congo voisin. Des cas isolés avaient alors rétorqué les autorités de Brazzaville. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Selon le ministère des Affaires sociales de RDC, près de 145 000 Congolais sont arrivés à Kinshasa de Brazzaville. Les expulsés qui doivent rentrer dans les provinces de l'Équateur et en province orientale ont commencé ce jeudi à embarquer à bord d'un bateau au port de Maluku. Les migrants originaires de Kinshasa seront les derniers à regagner leur ville, après quoi le site d'hébergement des expulsés fermera ses portes. Emmanuel Ilunga, vous êtes président de l'Action républicaine pour le progrès. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour, merci. Que pensez-vous de la politique d'expulsion mise en place par le Congo? Je suis triste de voir que notre ami le Congo-Brazzaville, qui est un pays ami et frère d'ailleurs, puisse se comporter de cette manière. Je pense très sincèrement que le pouvoir congolais aurait dû avertir s'il y avait de problèmes le gouvernement congolais de Kinshasa, de manière à ce qu'on puisse prendre des dispositions nécessaires pour accueillir tous ces migrants. Mais malheureusement, ça s'est passé dans des conditions on ne peut plus obscures. Et c'est très dommage pour des pays voisins. Nous sommes des voisins éternels. Effectivement, le Congo-Zaïre traverse en ce moment des problèmes difficiles, des moments très difficiles, mais je pense que ces moments auront une fin un jour et que les deux pays devront avoir des relations saines. Mais c'est dommage de voir le Congo-Brazzaville se comporter de cette manière-là. Alors le site de Maluku va bientôt fermer ses portes. Vous étiez dernièrement en visite? Oui, effectivement, j'y étais il y a 4 jours, très exactement. Et c'est très dommage de voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. C'est des conditions extrêmement précaires. Et parce que, c'est vrai, le pouvoir congolais de Kinshasa, c'est un pouvoir qui est inapte, qui est d'abord inadapté par rapport au temps, et qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à trouver des solutions pour les personnes qui sont refoulées des Brazzaville et qui ont été pillées par les militaires congolais des Brazzaville. Donc, ce que nous proposons, c'est que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. En même temps, nous disons, ce sont nos compatriotes qui rentrent chez eux, ils doivent trouver un accueil assez décent et des conditions de vie décentes pour les intégrer dans la société. Qu'en est-il? Justement, vous êtes parti sur place. Qu'en est-il? On sait que ça va bientôt fermer, ce site va bientôt fermer. Qu'est-ce qui est mis en place sur place? Pour le moment, il n'y a rien qui est mis en place parce que moi, je ne crois pas à la capacité du gouvernement congolais de Kinshasa de trouver des solutions adéquates aux problèmes de migrants, si vous voulez. Et je pense très sincèrement qu'on a besoin aujourd'hui des ONG, des droits de l'homme, pour qu'ils prennent en charge toutes les souffrances de ces populations, parce qu'il y a même des femmes qui accouchent dans des conditions très difficiles. Donc il faut que très rapidement, avant qu'il y ait des épidémies ou transformées en pandémie, que la communauté internationale, parce que le pouvoir est incapable,
que la communauté internationale s'y intéresse. Oui, mais concrètement sur place, vous, que pourriez-vous faire en tant que parti d'opposition, par exemple? Quelles mesures concrètes, si vous étiez au pouvoir, vous mettriez en place? Nous, déjà, en tant que parti d'opposition, nous avons alerté le gouvernement, nous avons demandé de voir très rapidement avec le gouvernement congolais de Brazzaville pour que les expulsions de manière bestiale s'arrêtent. Je crois qu'il y a une partie ça a été fait. Et puis, de l'autre côté, nous avons demandé au gouvernement congolais de disposer des moyens financiers pour aider à évacuer ces populations immédiatement. Voilà. Alors, les élections de 2015 se profilent, les élections générales d'abord, puis les présidentielles en 2016. Votre programme en 3 points. Eh bien, nous, en 2016, d'abord, cette fois-ci, nous ne voulons pas que l'opposition parte en ordre dispersé. C'est le travail que j'ai effectué personnellement avec les grands leaders de l'opposition que j'ai vus personnellement. Et nous sommes d'accord sur des points précis. Et d'ailleurs, dans les jours à venir... Un candidat unique? Absolument. Nous aurons un candidat unique parce qu'il y aura des primaires au sein de l'opposition. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce qui va se faire. Parce que tout le monde est d'accord sur l'idée de sortir un seul candidat, mais à condition qu'il y ait des débats contradictoires entre les différents candidats. Pensez-vous que Joseph Kabila sera candidat pour un énième mandat? Je pense qu'il a été incapable, il n'a pas été capable d'apporter une vie meilleure à nos compatriotes, aux Congolais. Et c'est un pouvoir global avec toute son équipe qui n'arrive pas à trouver des solutions. Je ne suis pas les seuls à le dire. Oui, mais le débat actuellement, c'est est-ce qu'il va briguer un nouveau mandat en sachant que la Constitution ne lui permet pas? Nous ne voulons pas qu'il brigue un 3e mandat parce que déjà la Constitution la lui interdit. Et s'ils osent passer en force, je pense que c'est pas bon parce qu'ils marcheront sur les cadavres des Congolais. Et ça, ce n'est pas bon. Et justement, est-ce qu'il y a une position là-dessus commune de l'ensemble des partis politiques? Nous sommes totalement en accord. Tous les partis politiques d'opposition sont en accord là-dessus. Nous ne voulons pas du président actuel de la CENI, qui était l'ancien président de la CENI en 2006, qui est un abbé et qui n'est jamais allé à l'église. Donc nous aimerions le voir à l'église au lieu d'occuper des fonctions éminemment politiques. Voilà. Emmanuel Ilunga, vous serez président, vous, en 2016? En 2016, je suis candidat aux primaires au sein de l'opposition. Si effectivement j'inspire confiance et j'arrive à convaincre, à ce moment-là, on me donne mandat. Moi, j'ai le courage et j'ai les qualités nécessaires pour apporter des changements. Emmanuel Ilunga, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Action républicaine pour le progrès. Merci. Le crash de l'avion d'Air Algérie reliant Ouagadougou, la capitale burkinabé, Alger, a été confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'avion s'est écrasé dans le nord du Mali avec 116 personnes à bord. Aminata Diak. Le ministre des Transports algérien Amar Goul a confirmé lors d'une conférence de presse ce jeudi la disparition du vol AH5017 d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger avec 116 personnes à bord. L'avion est sorti des écrans de radar 50 minutes après son décollage de Ouagadougou alors qu'il survolait la région de Gao, située à environ 500 km au sud de la frontière algérienne. L'avion d'Air Algérie disparu était affrété auprès d'une compagnie espagnole. L'avion a disparu des écrans radars vers 1h55 ce jeudi, au-dessus de la région de Gao au Mali. Il avait décollé de Ouagadougou à 1h17 et devait arriver à Alger à 5h11 du matin. Durant la nuit de jeudi à vendredi, la zone du crash a été localisée dans la région de Gossi, au sud-ouest de Gao. À notre connaissance, des résidents de la région désertique de Gossi, au Mali, ont localisé la carcasse de l'avion recherché. Un témoin du village de Gossi a dit que la carcasse avait été vue dans les dunes. Le crash du vol AH5017 est un nouveau coup dur pour Air Algérie. En février dernier, un avion de la compagnie assurant la liaison entre Tamarasset et Constantine s'était écrasé peu avant son atterrissage, faisant 76 morts. Affaire Al-Senoussi, irrecevable devant la Cour pénale internationale de La Haye. Après examen des 3 motifs d'appel présentés par la défense, la Chambre d'appel a finalement estimé que la Libye était apte à poursuivre en justice l'ancien responsable militaire. Conformément au statut de Rome, la CPI ne peut enquêter que lorsque l'État concerné n'est pas en mesure ou refuse de le faire. Écoutons la déclaration du juge Akwa Kwenya. La Cour d'appel ne trouve aucune erreur dans le rapport rendu par la Chambre préliminaire. De ce fait, la Cour d'appel rejette le 3e motif de la défense pour faire appel. La Cour d'appel ne considère pas que les motifs présentés par la Chambre préliminaire sont irraisonnables. Par conséquent, le 1er motif d'appel de la défense est rejeté. En somme, la Cour d'appel confirme la décision de contester et rejette l'appel.
Au Gabon, des stratégies de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale avaient été présentées à l'Assemblée générale du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Ces assises ont abouti à une feuille de route qui sera soumise au chef d'État de la sous-région. Les précisions de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé. Militer en faveur de l'économie verte en Afrique centrale, c'est l'objectif du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROCEFAC. Cette organisation s'est réunie pendant 3 jours à Libreville. Après avoir adopté sa feuille de route, l'ONG a lancé un appel fort au président américain Barack Obama afin que leurs travaux intègrent l'agenda des chefs d'État de la sous-région lors du sommet États-Unis-Afrique, qui aura lieu le mois prochain à Washington. Nous avons demandé que le président gabonais puisse être nos porte-parole avec ses pairs de l'Afrique centrale sur l'agenda que la société civile autour de l'économie verte en Afrique centrale a mis en œuvre. Ici, la délégation du ROCEFAC a tenu à toucher du doigt l'impact de l'homme sur l'environnement avec les nombreux chantiers lancés par le Gabon ces 3 dernières années. C'est le cas de la visite de la zone économique spéciale d'Onkok qui a pour vocation première de promouvoir la production et la transformation de bois dans le pays. Car dans les forêts du bassin du Congo, les problèmes diffèrent d'une région à une autre. Déforestation, qui est le problème réel, ce qui concerne l'économie verte, et manque de sensibilisation et communication. Au Gabon, de nombreuses stratégies sont élaborées et mises en place pour lutter plus efficacement contre les problèmes de déforestation et autres pressions humaines sur l'environnement, à l'image des stratégies de surveillance satellitaire qui profiteront à toute la sous-région d'ici à 2015. Le Gabon s'est doté d'un outil stratégique important qui va être mis à la disposition de l'Afrique centrale, et c'est une recommandation forte de cette première Assemblée générale, ce qui est donc la GEOS. L'Afrique centrale en général et le Gabon en particulier se positionnent aujourd'hui comme un des pionniers en matière de lutte pour la préservation de l'environnement et les changements climatiques en Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.